Vous savez qui fait ça? Vous savez, j'ai pas besoin de le dire. C'est le requin Ferran Torres. Vous êtes le requin Ferran Torres. Bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous portez toutes et tous très bien. Victoire du Barça face à Dortmund au Signal Iduna Park. Vous savez, je vais tout de suite vous dire une chose. Il y a 2 ans en arrière, je suis prêt à vous mettre ma main à couper. Qu'on me dit, avant de se déplacer dans un stade pareil, un peu comme Anfield, Dortmund, des stades pareils, j'avais perdu toute confiance en mon club, au Barça, en me disant que c'est pas possible. C'est pas possible de revenir avec les 3 points dans des stades compliqués comme ça, des stades chauds bouillants comme ça. Là. Avant d'aller plus loin, les amis, j'aimerais remercier Messi King, un abonné qui m'a fait un don la dernière fois pour me soutenir parce que j'ai un décor de merde, faut se le dire. Je suis d'accord avec vous. Il m'a fait un don pour m'aider à m'améliorer pour le décor. Je vais faire des efforts, je vous le promets. Merci mon frérot, merci. Merci à tout le monde, merci à vous tous qui regardez la vidéo, même si vous ne faites pas de dons. Ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. C'est de la force que vous me donnez au quotidien. Donc, merci. Merci encore une fois, Messi King. Et merci à tous les autres dans les commentaires. J'en perds mon micro. Donc, réussir à revenir avec les 3 points dans le stade d'une équipe qui n'a plus perdu à domicile depuis 8 mois. 8 mois. C'est une grande performance. En fait, le Barça de cette saison, après, on va, c'est pas venir ici vous dire que voilà, le Barça a fait un gros match, a marché sur cette équipe de Dortmund. Non, c'était un match disputé. Normal, quand tu joues une équipe comme Dortmund, tu t'attends pas à venir marcher sur cette équipe-là dans son stade de la première à la 90e minute. Il y a de grands joueurs. Guirassy est là, il te met un doublé. Il y a de grands joueurs dans cette équipe-là. Il y a des joueurs de classe mondiale, des internationaux qui sont dans cette équipe-là. Donc ouais, ça aurait été compliqué, on le savait. Et ça a été le cas. Donc, je suis satisfait, la vérité, de la prestation globale, même s'il y a des failles, il y a des choses toujours à améliorer. Cette équipe, elle est perfectible, elle est loin d'être parfaite. Cette équipe fait bien beaucoup de choses, mais elle fait aussi pas mal de choses. Le piège du hors-jeu, je pense que c'est pour la première fois aujourd'hui, je me suis dit, ah ouais, si une équipe sait vraiment maîtriser comment jouer, je veux dire, le piège du hors-jeu, ils peuvent nous faire extrêmement mal. Parce que sur le 2e but du Borussia Dortmund, là, en fait, c'est lorsque le piège du hors-jeu, tout s'écroule. Il y a tout le monde monte, l'autre monte à contresens. Ils ont un boulevard. Ils ont limite 3-4 joueurs en face à face avec ton gardien. Tu peux rien faire. En fait, quand tu te rates sur le piège du hors-jeu, tu te rates une fois, c'est fini. Sauf que c'est pas la philosophie de Flick de se dire... Je vais essayer de jouer un peu petit bras. Non, le piège du hors-jeu, même lorsqu'il va gagner, il va continuer à le faire. Parce que lui, dans sa tête, il va marquer toujours un but de plus que son adversaire. Sauf que ça commence un peu aussi, je vous mens pas, à me faire peur. Parce que le Barça encaisse beaucoup trop de buts depuis pas mal de matchs maintenant. Ça fait quand même beaucoup, là. Si tu continues comme ça à la saison, en fait, la Liga, par exemple, en fait, c'est les meilleures défenses, en règle générale, qui gagnent les ligues. En Ligue des Champions, tu peux réussir à encaisser des buts et t'en sortir. Le Barça, j'ai l'impression que cette saison, ils ont mis le curseur beaucoup plus élevé pour la Ligue des Champions. J'ai l'impression que c'est l'objectif limite prioritaire pour tout le monde. Après, s'ils gagnent la Ligue des Champions, c'est tant mieux. Moi, c'est tout ce que je demande. Mais en Liga, il va falloir avoir beaucoup plus de consistance, que ce soit dans le fait de moins concéder des occasions et aussi de savoir avoir du contrôle. Et justement, en parlant de contrôle, je me demande si c'est pas un message que Flick a réussi à faire passer à ses joueurs, parce que ce qu'on a vu là sur la première période, le Barça, moi je trouve que le Barça maîtrise globalement la première période. Je trouve que le Barça est plutôt pas mal. Je trouve que le Barça maîtrise beaucoup trop, en fait, la première période. Il y a des séquences où Rafinha, il demande le ballon, il fait 50 appels, au bout du 51e, il en a marre, il râle sur Pedri, sur Casado, a raison, parce que les gars, ils tournent sur eux-mêmes, ils veulent contrôler le ballon, ils lâchent pas la balle. Donc au bout d'un moment, toi qui fais l'appel, bien sûr que tu te fatigues, mais Rafinha ne se fatigue jamais. Du coup, au bout du 57e appel, il a reçu le ballon de la part de Olmo. Et j'aimerais vite fait, s'il vous plaît, parler de cette action du but de Rafinha, parce que je pense, j'ai vu beaucoup de joueurs qui sont très forts dans le jeu sans ballon. On a vu les Inzaghi qui se retrouvaient aussi tout le temps hors jeu, mais je veux dire des joueurs sans ballon qui étaient vraiment forts dans le jeu sans ballon, dans le placement, dans la lecture du jeu sans ballon, pour ne pas se mettre hors jeu. Ça, il faut avoir un QI foot très développé. Et ce que Rafinha, il fait sur son but, c'est tout ce que Mbappé n'a pas fait lors du Classico. En fait, si Mbappé, il avait fait des courses comme ça, pas verticales, mais diagonales, ne pas tout le temps vite comme ça aller vers l'avant, mais prendre un peu le côté comme ça avant de piquer. Et il faut avoir un QI foot au-dessus de la moyenne.
Tu dois savoir lire, en fait, les séquences des adversaires parce que c'est situationnel. Le hors-jeu, tout ça, c'est les joueurs. En fait, les coachs, ils peuvent donner des consignes autant qu'ils veulent. La vérité, ce sont les joueurs qui exécutent lorsqu'ils sont sur la pelouse. Donc, lorsque toi, en tant que joueur, tu analyses une situation donnée, tu te dis que là, si j'y vais, je serai hors-jeu. Ah, ça serait mieux que je fasse peut-être deux pas peut-être sur la droite avant de piquer. Lewandowski aussi le fait parfois. D'ailleurs, je pense qu'il l'a fait lors du Classico pour pas être hors-jeu. Mais franchement, le QI foot de Rafinha, waouh, moi je suis bluffé. Hein. J'avais dit en début de saison que je lui mettais un goal assist objectif de 30. Dites-moi dans les commentaires, il en est à combien parce que moi j'ai perdu le compte là. Il aurait même pu avoir un doublé parce que sur l'extérieur de Lamine Yamal en première période. Oh, Lamine Yamal. Lamine. Lamine. Hein, c'est comme ça la chanson, hein? Ah, Lamine Yamal, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur toi, mon gamin? On a utilisé tous les superlatifs pour ce gamin. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus, la vérité? Chaque match, là, ça y est, c'est sûr qu'il va te sortir un externe. Vous savez, ça me rappelle, là, j'ai l'impression que chaque joueur, vous savez, chaque joueur a son signature move. Messi, au bout d'un moment, c'était la passe, la intérieure pour Jordi Alba, ou la passe, en tout cas, celle lobée, là, de l'intérieur du pied pour trouver le joueur beaucoup plus loin qui va remettre dans la surface. Ça, c'est la spéciale Messi, on le sait. À chaque fois qu'il l'a fait, c'est très rare que la balle ne touche pas, je veux dire, sa cible. Bien dosée, toujours dans la course du joueur. Ben, Lamine Yamal, j'ai l'impression que là, c'est devenu l'externe du pied. Il n'entend pas, je veux dire, des masses, hein, durant les matchs. Mais à chaque fois qu'il en tente, c'est très dangereux. Alors oui, il en a raté. Mais regardez le match contre Villarreal. Le dernier match contre le... Non, c'était pas contre le Betis, c'était en Ligue des Champions, il me semble, contre... Non, c'était pas... C'est à Mallorca. Je me perds tellement qu'il y a des passes décisives cette saison, de l'extérieur du droit. Ce que Lamine Yamal est en train de faire avec son pied gauche... Après, les mauvaises langues diront, ouais, mais ça veut dire qu'il a pas de pied droit. On rigole, bien sûr. Mais ce que Lamine Yamal... En fait, juste dans le jeu, globalement, avec le ballon, la passe décisive pour Ferran Torres, le deuxième but, s'il vous plaît. On est chanceux, les amis, on a touché le jackpot. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de raisons, en fait, d'être optimiste pour le présent. J'allais dire pour le futur, mais déjà pour le présent, parce que Lamine Yamal, ce qu'il fait, il le fait déjà maintenant, là. Ce qu'il fait, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire à son poste dans le monde. Et pas à dire de jeunes joueurs. Non, ça y est, là, il est rentré dans la cour des grands, Lamine Yamal. Première action, je pense, il laisse sur le côté Ben Sebaini ou je ne sais plus qui sur le côté. Il donne un carton jaune. Ouais, il leur a fait. Après, bien sûr, il n'est pas tout le temps passé. Ses frappes, voilà, un peu trop sur le gardien. Mais l'impact qu'il a psychologique sur ses adversaires, c'est contagieux, en fait. Donc franchement, Lamine Yamal continue comme ça. Il ne se préoccupe pas des stats de but. J'ai l'impression qu'il veut plus de passes décisives. Et s'il continue comme ça, il peut aller chercher des records cette saison, surtout en Liga. Maintenant, les amis, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de monsieur Ferran Torres? Avant de parler de Ferran Torres, toutes les personnes là qui l'ont critiqué ici, sur cette chaîne ou même ailleurs, c'est le moment de présenter vos excuses parce que nous, on était là depuis le début. Donc, présentez vos excuses. J'attends. Dans les commentaires, allez. Bref, Ferran Torres, ce soir, a été l'homme providentiel. La vérité, lorsque je l'ai vu rentrer, vous savez, je me disais, mais Ferran Torres, la vérité, il doit être vraiment, mais vraiment fort aux entraînements. Il doit mettre des doublés, des triplés aux entraînements pour à chaque fois être l'une des options qui sort en premier du banc, en fait. Ou même être titulaire parfois. Je sais pas. Nous, on voit pas des choses que les coachs, eux, ils voient. C'est sûr, parce que là, c'est pas le premier coach. Xavi, Luis Enrique, là maintenant, Hansi Flick. Et c'est pas des coachs, je veux dire, même Pep Guardiola qui l'a ramené à City. C'est pas des coachs, je veux dire, qui ont tous, je veux dire, des liens personnels forcément avec lui. C'est des coachs, je veux dire, qui le voient à l'entraînement. Et nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est certainement pas ce que lui fait à l'entraînement. Donc c'est quoi le problème avec ce joueur, la vérité? Après, même ce soir, je pense que lorsqu'il fait le contrôle là sur le deuxième but, on est combien à la vérité? On est combien à l'avoir insulté ici, sa descendance, lorsqu'il fait le contrôle? Vous voyez, il est énervant parfois, parce que sur le même contrôle, on se dit, voilà, il a gâché l'action, sauf que, ben, il a réussi quand même à ajuster le gardien derrière. En fait, même lui, je sais pas la vérité s'il se rend compte de ce qu'il fait. Après, on va pas lui enlever quelque chose. C'est un joueur qui sent le but, Ferran Torres. Il sait se placer, il sait tout le temps se retrouver au bon endroit, au bon moment. Il va pas tout le temps marquer, hein. Il va rater, il va beaucoup rater. Et ça lui est arrivé d'ailleurs, je pense que c'était contre Galatasaray ou Napoli, je pense, quand il a fini le match en larmes. Là. Mais là, efficacité maximale.
Parce que le gars, il se retrouve à la retombée du ballon sur l'action de Koundé, sur le centre de Koundé. Derrière, là, il se retrouve aussi l'appel. En fait, il a toujours fait ça. Il a toujours fait de bons appels, Ferran Torres. Le problème avec lui, c'est lorsqu'il est en contact avec le ballon, l'exécution. En fait, Ferran Torres, il ne doit pas toucher le ballon plus que 2-3 fois. Parce que lorsqu'il va toucher le ballon plus que 3 fois, on sait que le ballon va se retrouver derrière les cages du gardien, mais à en 6 mètres. Ça, c'est Ferran Torres. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des ressorts sur ses pieds, encore une fois. Mais là, ce soir, il a joué en tant que numéro 9 et il a fait le taf. Donc, s'il peut faire souffler comme ça les Lewandowski... Et une chose aussi que j'allais oublier de le dire, parce que la vidéo, je sais que sinon, je vais oublier complètement d'en parler. J'ai aimé le fait que Flick fasse des changements aussi assez tôt. J'ai l'impression que là, depuis pas mal de temps maintenant, ben, il essaye de gérer son effectif parce qu'il comprend que la saison, elle est longue. De gaspiller l'énergie comme ça avec des scores de 7-0, 5-1, 5-0 à chaque fois, ça ne sera pas possible. Il va falloir gérer les efforts. On sent la fatigue chez certains joueurs, donc il va falloir gérer les efforts. Donc je pense que là, il a instauré, je veux dire, une sorte de rotation un peu obligatoire, peu importe les scénarios des matchs. Parce qu'il pense au long terme. Parce que l'objectif, c'est pas de se retrouver en fin de saison en ayant une équipe cramée. En milieu de saison, vers la deuxième partie de saison, en ayant une équipe cramée. Donc, ça peut payer, ça peut porter ses fruits après. Mais pour l'instant, voilà, ça a coûté des points au Barça, on va pas se mentir. Mais moi, je peux pas cracher dessus. Mon seul problème avec ça, c'est plus le choix des hommes. Parce que Frenkie de Jong, ça rentrait encore une fois ce soir. Moi, je pense que Frenkie de Jong, c'est pas le moment, en fait, parce que je pense que c'est psychologique aussi. C'est vraiment pas le moment de le relancer dans des matchs compliqués où le Barça est sur la sellette, un peu à la limite. Là, Frenkie de Jong, si tu veux le réintégrer mentalement et tout, fais-le rentrer lorsque le Barça maîtrise son adversaire pour reprendre petit à petit de la confiance. Le penalty de Pau Cubarsí, j'ai vu beaucoup de gens lui en vouloir, mais les amis, vous savez, moi, je veux pas en vouloir à Pau Cubarsí pour des erreurs aussi stupides, la vérité. Quand c'est autant stupide, pour moi, c'est logique, lorsque c'est Pau Cubarsí. Parce qu'à 17 piges, encore une fois, on va le dire pour la 100e fois, il n'est pas censé se retrouver sur la pelouse. Et lui et Lamine Yamal. Ce que Pau Cubarsí est en train de faire, c'est du même niveau que Lamine Yamal en offensif. Parce que là, défensivement, on pourrait se dire que, ouais, voilà, vu qu'on n'en parle pas tout le temps, c'est normal, Lamine Yamal, c'est normal. Lamine Yamal, c'est un offensif. Mais ce que Pau Cubarsí, il fait sur la régularité depuis ses débuts en pro, et ses débuts en pro, c'est pas 2 ans en arrière, c'est moins que ça. C'est anormal, Pau Cubarsí, ce qu'il fait. Donc moi, je peux pas lui en vouloir la poussette. Bien sûr que c'est con. C'est totalement con, la poussette sur Guirassy. Mais ça fait partie aussi de son jeu à Pau Cubarsí. Parce que jusque-là, il maîtrisait un peu, que ce soit Guirassy, que ce soit les autres. Il avait ce vice-là de donner de petits coups comme ça. Guirassy, je vous le dis, hein, c'est pas un joueur facile à marquer. Parce qu'il est costaud, il est grand, il est intelligent, il est technique. Il sait garder le ballon, il est physique en plus. Donc, ouais, moi, la vérité, je vous dis que je suis surpris par le match de Pau Cubarsí face à un tel attaquant. Il a du vice, il a beaucoup de vice. Après, il y a eu un excès de vice sur le péno. Je suis d'accord avec vous, il n'a pas à le faire, surtout dans la surface de réparation. Tu dois avoir beaucoup plus de QI football, réfléchir. Mais encore une fois, il a 17 piges, il va progresser. Donc c'est des erreurs bêtes qui peuvent arriver. Tu réfléchis pas tout le temps, tu te dis pas que tu es dans la surface. Moi, je suis sûr qu'il n'a pas pensé à ça. C'est instinctif. Sauf que ça se gomme avec le temps. Moi, je préfère me focaliser sur les bonnes choses qu'il fait et pas tout le temps pointer du doigt lorsqu'il fait de mauvaises choses. Parce que lui, à la différence de Lamine Yamal, à chaque petite erreur, il va tout de suite être pointé du doigt. Alors que Lamine Yamal, il peut passer à côté d'un match, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il y a un autre offensif qui est bon, ça passe. Mais Pau Cubarsí, s'il passe à côté d'un match, la défense, le gardien, c'est compliqué. Donc, parlons aussi de Iñaki Peña. La vérité, depuis quelques matchs, maintenant, il est au niveau. On peut se le dire. Ce soir, il encaisse 2 buts. Le match précédent, il encaisse aussi 2 buts. Mais c'est pas de sa faute. Là, pour le coup, oui, on sait. Quand on dit c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Mais là, pour le coup, il fait tout ce qui est en son pouvoir, en tout cas, pour empêcher beaucoup de buts. Parce que les buts hors jeu qu'il enlève, là, malheureusement pour lui, c'est tout le temps hors jeu. Mais il fait des parades à chaque fois. Voilà. C'est la preuve que c'est un gardien qui a de la confiance en lui, qui monte en tout cas en puissance. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Les pénaltys, voilà, j'ai l'impression que c'est pas du tout son fort. Moi, dès qu'il y a un péno, je sais qu'on va encaisser. Il y a des gardiens, voilà. Moi, je pense que c'est l'une de ses plus grandes forces à Iñaki Peña. C'est justement le fait de sortir, d'être limite le premier libéraux, de tout le temps sortir comme ça, parce que le piège du hors-jeu, c'est ça aussi l'avantage. Moi, je vois pas la vérité Chesney sortir de ses cages, parce que Iñaki Peña est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus agile, c'est logique. Je vois pas
pas Chesney tout le temps sortir comme ça à 40 mètres de ses cages pour dégager des ballons, pour récupérer des ballons. Ça décourage aussi l'adversaire. Donc ça, il faut le mentionner aussi par rapport à Iñaki Peña. Pour le coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse la série de matchs qu'il fait depuis, 2, 3, voire 4 matchs. Bref, les amis, le plus important ce soir, c'était de gagner non seulement un match de prestige, mais surtout de ramener les 3 points. Parce que, vous savez, paradoxalement, ce soir, t'es pas assuré de finir dans le top 8. Parce que je pense que t'es même pas à 3-4 points de la 9e place. Il y a beaucoup d'équipes qui sont derrière toi, mais qui ne sont qu'à 2 points. Donc là, ça va encore se jouer les 2 dernières journées. Le Barça s'est déplacé au Benfica. Pour moi, le déplacement à Dortmund, il est beaucoup plus compliqué que le déplacement au Portugal, même si Benfica, ça reste une grosse équipe. Et puis derrière, tu vas accueillir l'Atalanta Bergame. Donc, ouais, je pense que c'est tout à fait possible de finir dans le top 8. Le Barça est très bien lancé, il faut juste se concentrer. Je pense encore une fois qu'ils sont vraiment focus sur la Ligue des Champions cette saison. J'ai aimé le match de Koundé. Comment ne pas parler de Baldé? J'allais finir cette vidéo sans parler de Baldé. Frérot. Voilà, je vais m'arrêter là pour Baldé. Pas besoin d'en dire davantage, parce que je pense qu'on s'est compris. On se retrouve, les amis, pour une nouvelle vidéo très rapidement. D'ici là, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous, prenez tout soin de vous, et à très vite.